On vit dans un monde profondément injuste. Est-ce qu'on peut vraiment, réellement être autonome sans être un peu égoïste ? On ne peut pas être adapté à une société malade. Ou alors c'est que nous-mêmes on l'est, je crois. En fait, c'est tellement à l'opposé de nos vies. Comment je peux faire ça dans mon quotidien ? Il y a quand même énormément de gens en dépression, de burn-out. Il y a plein d'incohérences dans la manière dont on consomme les produits. Il ne devrait pas être écrit bio sur le bio, mais merde sur la merde. Bonsoir et bienvenue sur les réseaux de l'éveil Comestilab pour une interview vérité, un moment où on va prendre le temps de parler vrai et loin des discours formatés. Moi c'est Aurélien et ce soir on va plonger au cœur du projet, au cœur de l'éveil Comestilab. Si vous connaissez pas d'ailleurs l'éveil Comestilab, c'est un projet Carolo à Ransart qui allie l'allotech, la transition écologique pour essayer d'imaginer un avenir, une suite plus sobre et plus humaine. Et aujourd'hui, qui de mieux, que Laurent Lambert pour nous expliquer les rouages. Laurent, tu es chargé de mission en permaculture et transition écologique au sein du projet. Salut, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors avant de passer à l'interview, je te propose de te présenter quand même pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Laurent Lambert, c'est avant tout un homme de terrain. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de l'éveil Comestilab. Formé à la permaculture et passionné par les approches concrètes de la transition, il œuvre au quotidien, on peut le dire, aujourd'hui au cœur de l'éveil Comestilab, le laboratoire expérimental qui est donc basé à Ransart. Là-bas, on parle expérimentation et aussi transmission des savoirs. Laurent, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter en 2 mots ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu es à l'éveil Comestilab aujourd'hui ? D'accord, bien sûr. Donc voilà, bonjour, moi c'est Laurent. De formation, je suis assistant social, donc un parcours assez classique, 12 ans d'aide à la jeunesse. J'ai travaillé dans les AMO, à la Mado de Charleroi, pas mal de projets pilotes assez sympathiques. Je me suis retrouvé dans le secteur des maisons de jeunes environ vers 2020. Et au départ, il y avait un poste qui s'ouvrait sur justement tout ce qui était transition écologique, développement durable à la Fédération de maisons de jeunes Forgy à Monceau. Et donc c'est là que j'ai postulé. En fait, j'avais quelques contacts dans les maisons de jeunes par le passé. On m'a dit, écoute, il y a un poste qui s'ouvre. Vu ce que tu fais dans ton privé, ça pourrait être sympa que peut-être que tu y réfléchisses. J'y réfléchis, j'ai postulé. J'ai pas réfléchi très longtemps. En fait, j'étais content de faire une transition professionnelle. Et donc je me suis retrouvé dans le secteur avec un poste qui était complètement à créer à l'époque. Donc il y avait vraiment une forme de carte blanche et c'est comme ça que j'ai pu choisir mon titre. Chargé de mission en permaculture et transition écologique. D'ailleurs, je suppose qu'on reviendra sur les nuances développement durable, transition écologique. C'était important. Et donc, ma mission au départ était simplement de créer en tout cas des projets axés sur cette thématique dans différentes maisons de jeunes, principalement chez les maisons de jeunes affiliées qui sont affiliées en tout cas à Forgy. Pour la fédération et c'est comme ça qu'en 2022 on a eu les premiers prémices d'un projet qui s'appelait Very Bad Lab, un projet un peu bout de ficelle, un peu osé. Je crois que personne n'y comprenait trop rien au départ et ça a lancé le mouvement ensuite pour vraiment le fait que je sois quasiment complètement détaché sur ce projet au niveau du FSE, Fonds social européen, pour Éveil Comestilab. Et comment du coup est né, tu viens de donner quelques petits éléments, comment est né malgré tout l'éveil Comestilab ? Donc il y avait cette première idée, le Very Bad Lab, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la transition vers la création de l'éveil Comestilab ? Oui. Au départ, on a mis en place plusieurs jardins partagés dans différentes maisons de jeunes, différents lieux. La conclusion était toujours sensiblement la même. Le problème, c'est qu'on a une grosse baisse de fréquentation dans les périodes hivernales où au bout de 6 mois, 1 an, c'est un processus, la permaculture, en tout cas quand on est sur un jardin, très lent. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même déjà des lieux qui étaient rarement sécurisés, une baisse de fréquentation. Et donc, à un moment, il y a eu une cartouche un peu vide au niveau des appels à projets, ce qu'on appelle les trains SPJ, soutien projet jeune. Et donc, à l'époque, je me rappelle, on était en réunion à Forgy. On a demandé, est-ce que quelqu'un a un projet ?
j'avais une petite idée, c'était de créer un réacteur Jampin. Je crois que tout le monde m'a regardé un peu bizarre, l'air de dire c'est quoi ce machin. J'ai expliqué en deux trois mots, on m'a dit bah ok, écris ton projet, on verra. Et donc il y a eu une emballe, on a écrit un projet qui était vraiment sympathique. Et donc ça a été vraiment l'idée alors de, au-delà d'un jardin partagé en permaculture, de pouvoir créer un projet plus complet vraiment sur le fait de produire, consommer autrement, par l'action. Pas simplement prendre des banderoles, aller manifester. C'était vraiment quelque chose de concret, un modèle essai-erreur sur lequel on prenait différents aspects, permaculture, low-tech, automatisation avec de l'open source. Ça, on y reviendra sûrement sur les Arduino, etc. Arduino, ESP. Et donc, l'idée, c'était vraiment de mixer ces trois axes qui, en apparence, sont assez complémentaires, mais ne coulent pas forcément de source. Enfin, c'est pas un processus qui coulait de source. Et donc, l'idée du réacteur Jampin, ça a été le cœur du projet. Ensuite, le low-tech, c'était vraiment le fait de pouvoir produire tout un tas d'éléments, chauffe-eau, chauffe-air, rocket stove, four à pain, pizza, autour de ça, et de mobiliser les jeunes sur des actions concrètes, d'essayer. Ça fonctionne, tant mieux. Ça ne fonctionne pas, on recommence autrement. Mais au moins, on expérimente, on voit ce qui fonctionne et on a eu de très très bons résultats, malgré pas mal d'apprentissage aussi sur le côté. Et du coup, tu mentionnes pas mal de termes techniques que la plupart, je pense, des non-initiés ne comprennent pas ou en tout cas ne connaissent pas. Tu parles permaculture, tu parles low-tech, je te propose de plonger dans le sujet directement. Si tu devais justement expliquer c'est quoi la permaculture à un enfant de 10 ans qui n'y connaît absolument rien, comment tu lui expliquerais ce principe-là, la permaculture? Alors, avant tout, c'est un mode de vie, c'est une manière de penser, de repenser peut-être aussi. C'est un peu le pont, je pense, entre l'ancien, le nouveau et le futur. La permaculture, ce n'est pas juste une technique de jardinage. Ça, c'est vraiment important de le préciser. C'est vraiment comment repenser son environnement propre, donc son habitat, sa manière de produire son alimentation, de consommer son alimentation, de produire son énergie, de raisonner sa consommation d'énergie aussi, de voir un petit peu comment pallier à certaines choses. C'est vraiment tout cet aspect brainstorming. Bon, là, on n'est plus sur l'aspect enfant de 10 ans, mais en tout cas, c'est comment, en tout cas, trouver des solutions qui remplissent plusieurs fonctions dans nos vies, qui sont saines quelque part pour nous. Et j'en reviendrai assez simplement à l'éthique de la permaculture, qui est d'abord de prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager l'abondance. Je crois qu'on peut résumer la permaculture en ces trois notions. Ça peut aller simplement du fait d'avoir des toilettes sèches chez soi pour ne pas chier dans l'eau potable. Faut le dire comme c'est. C'est une phrase assez connue en permaculture. Il n'y a pas d'avenir viable pour une société qui s'obstine à chier dans l'eau potable. Je crois que c'est très parlant. Ça peut aussi être produire son énergie autrement, diminuer sa consommation, envisager la cuisson de ses aliments différemment, la conservation des aliments, le fait de produire une part de sa nourriture, de respecter la terre. Évidemment, ça c'est vraiment super important. Et tu parlais d'une application tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai finalement connu, que je connaissais pas avant de rencontrer la route de l'éveil comestilab, mais tu parlais du fameux Jampin, réacteur Jampin. Oui. En deux mots, est-ce que tu sais nous dire c'est quoi, à quoi ça sert, comment est-ce que ça se construit et pourquoi est-ce que tu t'es pris l'envie d'essayer ça? Alors, c'est simple, hein. Quand on traîne un petit peu dans le milieu perma, on va traîner un petit peu dans le milieu low-tech. Et donc, on va tomber sur tout un tas de personnes qui ont expérimenté tout un tas de choses. Jampin, il a une histoire... communautaire, quoi. Oui, oui, c'est ça. Brainstorming communautaire, quoi. Exactement. Et alors, l'histoire de Jampin, elle est extraordinaire. En fait, ce gars, dans les années 80, était concierge d'un immense domaine de 200 et quelques hectares. Et pour éviter les départs d'incendie, en fait, il débroussaillait les abords de forêt, vu qu'il était dans le Var. Donc, c'est une région où il y avait beaucoup de départs d'incendie. Cette matière organique, au départ, il la donnait en litière à ses chèvres. Puis, il compostait ce qui sortait des box, etc. Et donc,
assez simplement, c'est ce qu'il expliquait. Le gars se dit, ça produit de la chaleur. Donc, il n'a rien inventé. Comment récupérer cette chaleur? Donc, il a commencé à mettre des serpentins de tuyaux d'eau dans la biomasse, parce que le processus de fermentation, quand les matières organiques se décomposent, produisent de la chaleur, les bactéries thermophiles. Et donc, par échange thermique, il a commencé à récupérer cette eau chaude pour ses radiateurs, sa douche, son évier de cuisine, etc. Puis, en allant un petit peu plus loin, il était vraiment pas bête, ce mec. Il se dit, bon, ça produit aussi du méthane, du CH4, du biogaz. Donc, il l'a stocké dans des chambres à air de tracteurs empilés, à côté de son énorme tas de broyats de végétaux. Et bon, c'est un processus un peu plus compliqué, je raccourcis vraiment très fort les choses, mais il a fait tourner sa chaudière, des génératrices électriques, sa deux chevaux utilitaires qui roulait au gaz de broussailles. Donc ça, c'était quand même incroyable. Et donc ce gars était dans un niveau d'autonomie incroyable parce qu'en plus de tout ça, il avait un compost très fertile dans une région très rocailleuse avec un procédé de culture qui était en plus très abondant. Donc au niveau alimentation, énergie, électricité, gaz. Ça résume bien finalement la philosophie aussi générale de tout à fait. la permaculture. Et c'est quelqu'un, c'est un peu bête, mais pour situer dans le temps, c'est un mode de vie qui est assez nouveau, ou alors c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. Par exemple, tu me parlais de Jean Pain, j'arrive pas à le situer. Est-ce que c'était il y a 10 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a 1000 ans, tu vois, pour donner une idée? Intéressant. Jean Pain, c'était fin des années 70, le plus gros de ses travaux. Pas si longtemps que ça, en fait. Enfin non, dans les années 70 et fin des années 70, malheureusement, il est décédé d'un cancer, fin des années 70, début des années 80. Je n'ai pas vraiment les dates en tête, mais du coup, il est un peu tombé dans l'oubli à l'époque. Mais il avait déjà des protocoles en tête pour alimenter des villages entiers. Sur base de la biomasse disponible, etc. Donc il était déjà dans des réflexions vraiment plus méta autour de tout ça. Et avec son épouse, ils avaient écrit un livre à l'époque, Un autre jardin, n'a pas été énormément publié, je crois, mais grâce à YouTube et certaines petites vidéos de l'époque, en fait, on a repris quelque part l'élan sur ces travaux. Des maraîchers bio ou autres se sont réemparés un petit peu cette technique et ont lancé des procédés de réacteurs Jean Pain. Et à l'époque, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y avait l'époque du choc pétrolier. Donc lui était déjà dans une réflexion sur l'évolution de la société, sur le fait qu'il fallait mettre des choses en place, qu'il y avait des solutions, et lui voulait proposer tout ça. Récemment, on m'a expliqué aussi qu'il n'avait peut-être pas tiré ses procédés de nulle part. Il y a eu sûrement des prémices. Il n'a peut-être pas cité toutes ses sources, mais ça. Comme souvent dans les innovations aussi. Oui, voilà, je crois qu'il y avait des innovations bases. avant, et puis c'est un enchaînement de. Oui. Mais c'est le procédé, de toute façon, de décomposition de la matière est connu depuis des siècles. Production de chaleur, etc. Ouais. aussi. Ouais. Tu parlais de low-tech, c'est un peu le deuxième terme que tu as beaucoup employé jusqu'à présent. Pareil, est-ce que tu pourrais un petit peu, en tant que grand passionné, on peut le dire, de tous ces sujets, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le low-tech? Et j'ai une deuxième question aussi pour toi, pour lier très rapidement ce sujet que je trouve super intéressant. D'après toi, là maintenant, dans un quotidien en 2025, dans un quotidien, comment est-ce qu'on pourrait appliquer le low-tech? Est-ce qu'il y a une application où tu dis ça c'est facile à faire, c'est assez simple, il y a des tutoriels faciles, et en fait à la maison, c'est applicable? Oui, tout à fait. Alors, première question, le low-tech, c'est, en bon français, c'est basse technologie, donc c'est l'opposé du high-tech. Le high-tech, on connaît l'obsolescence programmée, le fait que les ingénieurs sont de plus en plus payés pour rendre les choses fragiles, alors que si on prend une machine à laver des années 80, il y a de fortes chances qu'elle fonctionne toujours. Si on achète une machine à laver maintenant, on espère qu'elle claque pendant la garantie. Et donc, c'est vraiment cette idée de lutter contre l'obsolescence programmée. Le low-tech, ce sont des basses technologies, donc l'idée de les créer soi-même, de pouvoir évidemment alors les réparer nous-mêmes. Ça, c'est vraiment un aspect super important, avec souvent de la récup, du recyclage, de l'upcycling de matériaux. Je donnerai peut-être des exemples concrets aussi du coup. Et donc ça permet à moindre coût de fabriquer des unités de production d'énergie ou autres qui nous facilitent la vie en vérité, qui consomment très peu, qui souvent sont relativement écologiques ou en tout cas durables. Et donc c'est là que ça a tout son sens. C'est vraiment se réapproprier quelque part un savoir, en fait. Une technologie en fait, ouais, une technologie. Et tu as un exemple ou des exemples concrets de quelque chose dans le quotidien
facile, efficace. On peut faire ça en fait maintenant. Alors chez nous. facile, je ne sais pas. C'est pas en tout cas celle que je vais citer, c'est pas la plus simple qu'on ait réalisée, Ok. mais c'est la plus efficace. C'est le chauffe-air solaire en canette recyclée. Il n'est pas encore complètement fonctionnel sur le lieu de l'éveil Comestilab. Par contre, je peux garantir que si on met plusieurs mètres carrés de chauffe-air solaire en canette recyclée sur un mur sud, en façade de sa maison, on produit une chaleur non négligeable à l'entre-saison qui pourrait vraiment réduire quelque part globalement les factures énergétiques de dépenses, que ce soit en gaz, en charbon, en pellet. J'avais posé la question, j'allais dire, mais du coup, allez, moi, j'y connais, pas beaucoup, pas grand chose. Je me dis, allez, je fais cette construction-là. Je suppose qu'il y a des tutoriels. Oui. Sur Internet, on peut se Ah oui. renseigner là-dessus. On en a fait un d'ailleurs. Ah ben voilà. Ah ben sur la chaîne YouTube Oui, du coup de oui, l'éveil oui. Comestilab, il y a un tuto là-dessus. Donc on construit son chauffe-air à Oui. base de canettes recyclées. Comment ça se passe après? Il y a, je vais être un peu pragmatique, mais on fait sortir un tube avec la chaleur qui arrive dans le chauffage sur une taque. Comment ça fonctionne en fait? Alors, L'utilisation oui, réelle. très simplement. Hein. Donc, une fois qu'on a créé le châssis avec les canettes peintes en noir qui vont absorber les calories du soleil, on prend si on est sur une façade sud de maison, on va percer le mur pour avoir une entrée d'air de la maison à température ambiante. Le soleil va réchauffer l'air présent dans les canettes. L'air chaud étant moins dense que l'air froid, il a tendance à monter. Et donc, du coup, par convection, on va remettre une sortie qui rentre dans la maison. Et donc, simplement, cette circulation naturelle d'air va augmenter la température. Et on a des résultats qui sont quand même parfois bluffants. Après, si on ne va pas sur un conduit horizontal ou qui monte, on peut très bien mettre une petite ventilation et repartir vers la pièce autrement. Il y a vraiment plein de tutoriaux. Nous, on l'a fait en canette, on peut le faire en ardoise. En fait, tout ce qui est matériaux, quelque part, qui absorbe les calories du soleil, peuvent restituer de la chaleur. Je pense à l'aluminium, par exemple. Et le fait que ce soit peint en noir, évidemment, ça absorbe beaucoup plus les calories que lorsque c'est peint en blanc. Ça va refléter les rayons du soleil. Et donc, par effet de serre, en fait, c'est pour ça qu'on met un carreau souvent de récupération sur ce chauffe-air solaire. C'est vraiment un effet de serre en fait qui emprisonne les rayons du soleil, la peinture noire qui va absorber les calories. Et donc, on va se retrouver ici, nous, sur le lieu. On est sur 2 mètres carrés de canettes, en plein soleil, presque en été, je dirais fin du printemps, on était à 95 degrés de sortie d'air chaud. Oh. Donc c'est énorme. Ouais. C'est vraiment une preuve aussi, entre guillemets, que ça marche. Ça n'est pas toujours une utopie. Parce que, tu vois, moi, dans mon prisme, c'est toujours des choses qui font un peu peur sur le temps que ça peut prendre, la difficulté que ça peut être mis en place. C'est intéressant d'observer qu'il y a quand même des choses qui peuvent être réfléchies, si en tout cas il y a une vraie intention, pour une maison, même moderne, quoi. Oui, ouais. Il y a des exemples sur Internet de gens qui ont fait toute leur façade sud et qui bénéficient d'une chaleur à l'entre-saison incroyable. Qui permet en plus de faire des économies, donc oui, c'est du quand même double recyclage, emploi aussi, quoi. c'est de l'upcycling, Ah ouais, tout à fait. et la plupart des canettes sont ferreuses, mais il faut savoir que le coefficient thermique du fer par rapport à l'aluminium, si on connaît des personnes qui boivent beaucoup de multinationales énergisantes, souvent sur les canettes en aluminium, là on passe d'un coefficient de 50 à 250, donc Wow. L'aluminium absorbe encore mieux les Très calories. intéressant. Il y a moyen d'optimiser ce genre de surface, quoi. Et de manière générale, tu parlais, ça a titillé mon attention. Tu as dit tout à l'heure que tu opposais vraiment la high-tech au low-tech. Oui. Dans ma compréhension de ce qu'est la high-tech et même avec ce que tu m'expliques, je me dis que finalement, la low-tech pourrait servir à faire de la high-tech peut-être plus raisonnable, plus intelligente, parce que j'ai vu, il y a pas si longtemps que ça, mais je sais que c'est quand même un vrai mouvement de, par exemple, des téléphones qui commencent à devoir et à en faire une vraie promotion, un indice de réparabilité, qu'on puisse le faire facilement, on va pas se mentir. Par exemple, mon frère avait cassé son écran de téléphone, au lieu de commencer à aller quelque part, il s'est fait livrer un écran, il l'a fait lui-même. Donc, on peut le faire, mais c'est pas facile et accessible. Je sais que maintenant, il y a certains objets high-tech qui utilisent quasiment comme marque de fabrique la durabilité et la facilité de réparer, ce qui était un peu, j'ai l'impression aussi, un des objectifs de la low-tech. Donc j'étais étonné que tu les opposes. Qu'est-ce que tu en penses du coup par rapport à ça? Fondamentalement, ça reste quand même diamétralement opposé.
Ok. On n'est pas sur des niveaux de technologie vraiment hauts. C'est dans ce sens-là que c'est de la basse technologie. Donc on ne va pas avoir des composants à l'intérieur du low-tech qui, quelque part, va consommer des ressources à l'autre bout du monde, où des enfants vont dans des mines pour exploiter certains minéraux et des choses comme ça. Donc du coup, on n'est pas du tout dans le même processus de fabrication. Tu as raison quelque part de dire que pas mal d'arguments publicitaires se basent sur la réparabilité, et je crois que c'est tant mieux. Il est temps qu'on ait un Ouais, contre-pied dans la société. mais c'est pas pour ça que c'est de la low-tech en fait. C'est un peu ça. C'est pas parce qu'on on te Oui, parle ça d'un reste du indice. high-tech Voilà, malgré tout. c'est ça. Après, on a un terme qui commence à émerger tout doucement sur l'éveil comestible, c'est le middle tech, parce qu'on utilise quand même des composants Sur Arduino, Arduino. des ESP communicants, on a quand même une box Wi-Fi en 5 volts, donc même si on fonctionne en 12 volts sur le lieu, qu'on est coupé du réseau de 120 volts, ça reste une BAD au départ aussi, c'est une base autonome durable. Donc l'idée, c'est de s'inspirer de ces modèles qui sont coupés quelque part vraiment en autarcie, en autonomie de toute ressource externe, et de produire soi-même, au niveau pédagogique en tout cas, l'ensemble de nos besoins. Mais je me permets de rebondir directement sur ce que tu me dis parce que j'allais te poser la question que je trouve super intéressante et j'ai vraiment envie d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que maintenant on pourrait vivre en 100% autonomie technologique avec de la low-tech? Et j'ai l'impression, je lance déjà l'idée, mais j'ai peut-être l'impression que la réalité du terrain serait plus de la middle tech. On essaye d'utiliser intelligemment la technologie. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas du tout? Mais est-ce qu'on peut finalement maintenant vivre 100% en autonomie technologique avec de la low-tech? Oui, mais pas sans sacrifice. Voilà. D'un côté, c'est pas non plus sans sacrifier son confort. On peut vivre confortablement en lieu Ok. isolé. Ça se fait. Il y a quand même pas mal de BAD qui sont autonomes réellement. Maintenant, ça demande de ne pas faire sa machine à laver classique. Quelque part, il va falloir repenser un petit peu sa consommation, avoir des plans B, des plans C. L'autonomie, c'est souvent ça. Et l'autonomie seule, c'est quelque chose qui est très peu envisageable. C'est ça tout le paradoxe, c'est que l'autonomie, elle se construit souvent en plusieurs unités autonomes. On ne peut pas à la fois cultiver le champ pour faire ses céréales, être au four et au moulin, comme on dit. On ne peut pas en même temps être le boulanger, sauf si c'est à petite échelle peut-être pour sa petite communauté, sa famille, etc. Mais malgré tout, on ne peut pas avoir toutes les compétences en une vie, de tous les pans de la vie. Donc l'autonomie, oui. L'autonomie seule, difficilement, ou vraiment en faisant de gros sacrifices, ou en ayant énormément de moyens en amont, parce que l'autonomie coûte cher. Installer des panneaux solaires, avoir des cuves de récupération d'eau, des systèmes de filtration. Alors oui, Des choses efficaces en tout cas, oui, c'est ça, qui fonctionnent, tout à qui est fait. stable, que Oui. dans 5 ans fonctionnera toujours. C'est ça qui coûte Oui, cher. oui, Quoi. oui. Après, c'est pas forcément un retour en arrière. L'autonomie, c'est quand même avoir un PC, c'est quand même avoir une connexion Internet, c'est quand même avoir une tablette, un téléphone. Même si tout n'est pas toujours éthique, je crois que on ne sait pas. Il y a des frontières évidemment. Est-ce qu'on parle de permaculture, de low-tech, d'autonomie? Ce sont des sujets très similaires quelque part, très semblables, sur lesquels beaucoup s'accordent, mais ce ne sont pas les mêmes sujets. Donc, quand on parle d'autonomie, on ne parle pas forcément que de permaculture ou que de low-tech ou que d'automatisation. On a quand même, c'est un volet vraiment à part entière, quoi. L'autonomie, ce sont des calculs alimentaires, ce sont des plans de plantation, parce que quand on doit dépendre de sa propre alimentation, on doit penser à de nombreux aspects. Et puis il y a tout l'aspect viande, pas viande. Quelles alternatives si on ne va pas vers la viande. Oui, même pour les apports de Ouais, protéines, etc. Mais l'autonomie, c'est vraiment un énorme sujet en vérité. j'allais te demander justement, en tant que passionné expert, est-ce que on peut vraiment, réellement être autonome sans être un peu égoïste? T'as commencé à y répondre, mais j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet. Oui, ça dépend de la définition qu'on met derrière égoïste. Si c'est le fait de ne penser qu'à soi, dans la définition
pur et dur. Je crois que oui, on peut être autonome sans être égoïste. Et encore une fois, l'autonomie, souvent, elle ne se fait pas seule. Ou alors, on finit comme l'ermite dans sa cabane, qui vit de rien et qui lui peut-être le vit bien, mais je ne suis pas sûr que c'est l'objectif quand on part en autonomie. Mhm. Je crois que c'est vraiment d'abord l'autoproduction, l'autoconstruction. On est vraiment dans une formule quelque part très autodidacte, où on acquiert des savoirs un peu dans tout. Donc on n'est pas expert dans une chose, contrairement à ce que la société nous apprend. On se spécialise dans tout. On a des spécialistes pour tout. L'idée en autonomie, c'est d'avoir un petit peu de connaissances dans tout, à l'inverse, sans forcément être expert tout de suite, en tout cas, de quelque chose. Même si ça s'oppose un peu au principe que tu disais tout à l'heure, que si on vit en communauté autonome, je ne peux pas être le charpentier, je ne peux pas être Oui, le gars qui... Voilà, ça s'oppose quand même. mais ça n'empêche qu'on ne peut pas participer à des chantiers sur lesquels on n'est pas forcément expert et quand même en tirer une certaine expérience. On peut mettre la main à la pâte Voilà, sans forcément exactement. construire la tour, quoi. Oui, Finalement. On peut savoir faire du pain sans forcément être boulanger. C'est On ça. peut cultiver un petit peu son jardin sans forcément en vivre. Sans être maraîcher. Donc, je crois que c'est cette logique-là, quoi. On acquiert des compétences dans plusieurs pans de la vie. Maintenant, tout acquérir seul, je pense vraiment, ça c'est C'est personnel plus que... irréaliste, quoi. Oui, c'est très compliqué. Ou à quel prix, quoi. Dans le même esprit, ma question tout à l'heure sur la low-tech, est-ce que d'après toi, on peut vraiment nourrir de manière intégrale, sur une journée intégrale, une famille, voire une communauté entière, basée sur les principes de la permaculture en 2025? Oui, concrètement, oui. Et en même temps, non. Ça demande quelque part un changement de paradigme en amont. La société, le ménage classique n'a pas forcément déjà les connaissances, les outils, la volonté de le faire. Et comme je le disais, l'autonomie, ça ne se fait pas seul. Donc si à un moment, il n'y a pas plusieurs unités qui veulent l'autonomie, il n'y aura pas d'échange. Donc en ce point, si c'est vraiment pour être soit seul avec sa famille en autonomie, je trouve ça très compliqué. Maintenant, si c'est sur des réseaux d'échange, de partage, d'ouverture des possibles aussi par rapport à tout ça, alors oui, je crois que ça peut fonctionner, mais ça demande, et souvent on dit que le jardinage, quelque part la permaculture et autres, il n'y a pas que la permaculture, et encore une fois, c'est pas une technique de jardinage, mais c'est un acte politique, dans le sens où on se réapproprie quelque part la gérance de sa propre vie, de ses propres choix. Et donc, en ce sens, je pense que là, ça a du sens de pouvoir avoir plusieurs personnes en réseau qui s'organisent. On ne sera pas tous apiculteurs, on ne sera pas tous boulangers, on n'aura pas tous les compétences manuelles pour tout faire, ni les compétences intellectuelles pour réfléchir en amont à d'autres choses. Mais c'est le mix de tout ça qui fait qu'à un moment ça peut fonctionner. Et de la plupart des reportages que j'ai pu regarder sur les écolieux, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, même si je suis pas sûr que je voudrais y vivre. Il y a toujours une notion qui revient, et je trouve que c'est une notion super intéressante, c'est le PFH. Les gens arrivent à faire leur pain, les gens arrivent à cultiver des légumes, à construire ensemble, mais le PFH, c'est le putain de facteur humain. En fait, il y a toujours ce truc qui fait que les gens s'engueulent ou alors n'ont pas les outils de communication pour vivre ensemble. C'est le vivre ensemble qui pose problème, en vérité, dans ces communautés. C'est pour ça qu'il y a énormément d'écolieux qui se plantent. Il y en a qui fonctionnent, hein. Mais il y a beaucoup d'efforts humains, du coup, oui, en fait. Oui, au-delà de l'effort... C'est le PFH, quoi. Et je crois que dans la société, de manière générale, c'est comme ça. Peu importe le niveau de technologie ou du coup d'interaction que tu as. Et pour tous ces sujets-là, je suis très sensible et je m'y intéresse parce que je ne connaissais simplement pas tous ces principes-là. Et j'avoue vivre dans un quotidien plutôt classique, plutôt normal. Et je me pose toujours cette question de me dire, je suis tiraillé entre de l'admiration, entre du respect, entre l'envie d'appliquer des choses et à côté de ça, un monde qui ne s'arrête jamais. Un monde qui va déjà trop vite, même pour nous, qui j'ai l'impression, plus on est jeune, plus maintenant, que ce soit les applications, la manière dont on vit, même le divertissement, avec les applications, tout va tellement vite. J'ai l'impression que c'est à l'extrême opposé, et donc ça peut donner l'impression que c'est marginal, que c'est hors société, et que c'est inatteignable et même pas normal.
tu vois, d'avoir ce genre de réflexion à part. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est vrai que je suis toujours un peu tiraillé entre ce respect et me dire, mais en fait, c'est tellement à l'opposé de nos vies. Comment je peux faire ça dans mon quotidien? Ça me semble être inaccessible, tu Ouais, vois? ouais, je comprends. Je comprends, mais je crois que certains disent qu'il faut avoir un pied dans les deux mondes. Donc, il y a le monde de l'autonomie, il y a l'idéal qu'on se fixe, la projection qu'on se fait, le fait de tendre vers quelque chose, et puis il y a le monde dans lequel on vit. Vivre en dehors de son propre monde, je ne suis pas sûr que ce soit sain non plus. Y vivre à 200% tel qu'on voudrait nous l'imposer ou nous faire croire que la société qu'on est dans le meilleur niveau de société possible, non, j'y crois pas non plus. Je crois vraiment qu'il y a toujours, c'est comme le concept du middle tech. À un moment, on peut très bien faire du low tech, avoir du high tech et trouver sa place entre les deux. Et on aura tous des niveaux différents par rapport à ça. D'accessibilité, de compétences, encore une fois, etc. C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'à un moment, et la permaculture, de toute façon, le dit toujours, il faut sortir du dogme. On n'est pas dans quelque chose. D'ailleurs, C'est pas une religion. non, c'est ça. C'est quelque chose. Les principes de la permaculture évoluent encore. Il y a plusieurs principes. Il y en aura encore d'autres. C'est quelque chose qui n'est pas fixé dans le temps. Je crois qu'on a un gros problème souvent de culpabilité par rapport au poids de la société, à l'extraction minière, au fait que des régions du monde sont vraiment en grande souffrance. Et je crois que c'est ça qui nous motive quelque part individuellement à vouloir un changement. Alors de là à passer le pas, on ne le fait peut-être pas forcément. Et à l'inverse, dans la réflexion, est-ce qu'on a vraiment envie, ou les moyens, ou le temps de tout faire? Non. Souvent c'est non. Et donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais je pense qu'on doit trouver sa voie là-dedans, comme dans tout. Il n'y a pas un chemin qui va mener quelque part à la vie heureuse. Le but, c'est un peu comme disait Paulo Coelho, le bonheur n'est pas un chemin qui mène à une destination, chaque pas est une arrivée. Je crois qu'on est dans ce processus quand on se lance là-dedans. Mais la difficulté, comme tu le disais, je trouve, c'est que c'est vraiment un alignement qu'il faut trouver entre aussi ses valeurs, le fait de vouloir impacter les autres positivement et donc sa planète. Et c'est un peu, je sais pas ce que tu en penses de ça, mais on dit souvent, et c'est un peu l'argument des gens qui sont, je sais pas, c'est anti-écologie, mais anti-réflexion même verte, de me dire, je connais certains de mes amis, pour pas les citer, qui pourraient quasiment jeter un déchet sur le sol et dire bah, de toute façon c'est pas ça qui va changer quelque chose. Tu leur dirais quoi à ces gens-là? Parce que finalement c'est un peu à l'opposition de la permaculture qui est une vraie philosophie. Essayer de faire, comme tu viens de le dire, déjà un pas en fait c'est génial et allons dans une direction. C'est vrai que c'est quand même assez à l'opposé et pourtant on a envie un peu de les écouter aussi ces gens en disant bah oui c'est vrai quand tu vois la pollution des industriels et finalement des choses qu'on achète, c'est quand même un équilibre dans lequel on a du mal à trouver sa place. On vit dans un monde profondément injuste. Ça, pour moi, c'est quand même le premier niveau de départ de tout ça. C'est que pas injuste dans le sens où chacun individuellement on doit porter le poids de tout ce qui se passe, mais en voyant l'entièreté, il y a tellement de combats à mener, il y a tellement allez, ici on est sur un cheval de bataille, on aurait pu en avoir un millier d'autres. Donc quand quelqu'un jette un mégot à terre en se disant de toute façon il y a des ouvriers qui sont payés pour le ramasser, moi je crois que déjà c'est un problème d'éducation. De respect, ouais. Oui, de base à partir du moment où on ne considère pas le travail de l'autre et il n'y a pas de sous-métier, là il y a un problème et j'en arriverai quelque part à un truc où je crois qu'on n'en a pas assez parlé, mais c'est le modèle en amont. À un moment, quand je parlais d'actes politiques au niveau de la permaculture, du jardinage, du fait de faire du low-tech, même d'aller vers des processus d'automatisation open source ou open hardware, c'est quelque part une manière de poser un acte. Et le modèle en amont qu'on nous propose depuis un siècle est un modèle darwinien de compétitivité, de sélection naturelle, qui va faire qu'on sera toujours, depuis la maternelle, en opposition, en confrontation, en quête de compétitivité, dans des modèles, on le voit, il y a quand même énormément de gens en dépression, de burn-out, comme disait Krishnamurti, on ne peut pas
vivre sain dans une société malade, ou alors c'est on ne peut pas être adapté à une société malade, ou alors c'est que nous-mêmes on l'est, je crois. Hein. Et l'outil, comme toujours, comme l'IA, comme le low-tech, comme le high-tech, l'outil est l'outil. Mais qu'est-ce qu'on en fait? La publicité, le temps de cerveau disponible, le monde selon Google, le monde selon Amazon, le permis citoyen en Chine. Tu jettes un papier, t'as ta tête sur grand écran. Enfin, je suis pas sûr que c'est le monde vraiment rêvé. Je pense qu'on peut se dire, oui, ok, je jette un déchet, quelqu'un va le ramasser pour moi. Mais j'aime aussi l'idée de l'effet papillon. Et aussi quelque part de cette idée d'inconscient collectif, de point de bascule. Si à un moment, on ne prend pas aussi ses responsabilités, sans porter le poids de ce que la société fait à notre insu, à un moment, on ne changera pas non plus les choses. Il y a vraiment toute une réflexion philosophique derrière tout ça, et je pense qu'il y a vraiment matière à un moment à tous se conscientiser sur, en tout cas, le modèle qu'on veut proposer. Il faut être le modèle, il faut être le changement, et si on ne l'est pas soi-même, on ne peut pas attendre de quelqu'un d'extérieur d'être ce changement. Dans un peu la même veine de réflexion, je voulais te challenger sur une phrase, sur un principe, parce qu'on parle d'autonomie, on parle de philosophie, on parle quasiment d'actes politiques aussi, en portant un message qui Oui. est plutôt un message positif. Tu as beaucoup parlé de groupe en parlant d'autonomie, mais en fait, malgré tout, ça peut se faire sans doute d'une manière stable avec le groupe, avec d'autres humains. Ma question, c'est qu'on est dans une ère, malgré tout, de voyage, une ère où on est ouvert à l'autre. Oui. Et je pourrais avoir peur, moi, de me dire, bah merde, en se renfermant sur nous-mêmes dans une petite communauté, en fait, on va tous se retrouver racistes, à détester les autres, et tous ceux qui sont hors sont les méchants. Ouais. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est marrant, j'avais une conversation avec un pote il y a pas longtemps sur justement le fait que souvent les bases autonomes durables, c'est très connoté extrême droite. Ce sont des gens très nationalistes, surarmés, très dans l'autodéfense. Alors qu'à contrario, il y a un glissement oui, par rapport à la philosophie aussi, en fait, de base. Oui. D'ailleurs, quand on a écrit les premiers projets, on a vraiment essayé d'être une BAD, mais en se différenciant de ce lien qui aurait pu être fait, qui ne collait évidemment pas à la philosophie des maisons de jeunes, et sûrement pas à ma philosophie personnelle. Maintenant, il y a aussi des BAD d'extrême gauche, des éco-villages qui sont beaucoup plus... Enfin, si on dichotomise les choses, en tout cas, si à un moment on fait vraiment une séparation gauche-droite, il y a rarement, je trouve, des solutions intermédiaires. Il y a très peu de middle tech dans cet aspect politisé des choses. Super intéressant. On a parlé de permaculture, on a parlé de low-tech, mais je sais qu'il y a un autre sujet qui t'intéresse et qui est important pour toi, et tu as dit plusieurs mots tout à l'heure, Arduino, etc. C'est l'automatisation, Oui. finalement, Oui. de plein de choses. Et à nouveau, j'ai envie de te poser la question, comment tu utilises et comment tu veux utiliser l'automatisation dans un univers permaculture et low-tech? Parce qu'à nouveau, c'est un peu des termes qui pour moi n'iraient pas ensemble, de dire mais comment je peux automatiser avec de la technologie alors que je dois faire de la low-tech et de la permaculture. Ça me paraît être parfois opposé, mais voilà. Qu'est-ce que la low-tech, enfin qu'est-ce que l'automatisation, comment tu l'appliques, et c'est quoi un peu ton opinion là-dessus? Alors, l'automatisation, c'est le fait d'automatiser simplement des tâches qui sont chronophages ou physiques sur un lieu comme le nôtre. C'est très pédagogique parce qu'encore une fois, le lieu est petit. Souvent, on ne s'attend pas à avoir un si petit lieu. Je tiens clairement à préciser que l'idée en automatisation, c'est pas de créer des abeilles robotiques qui vont polliniser les fleurs à la place des vraies abeilles. Ce ne sont pas non plus des machines à absorption du CO2 qui remplaceront les arbres, parfois semi-millénaires qu'on a coupés. Donc l'automatisation, on n'est pas dans ce schéma industriel qu'on peut voir se développer pour l'instant et qui moi éthiquement me pose vraiment de gros problèmes. Maintenant l'automatisation, nous on a démarré de l'Arduino, on glisse vers les ESP. Donc l'Arduino en fait, on va reprendre les termes, l'Arduino ce sont des universitaires italiens qui ont créé ça au début des années 2000. Ce sont des petits circuits imprimés qui permettent des petites fonctions programmables
en open source. Donc, c'est accessible gratuitement, on va dire sur Internet. C'est ça. Facilement. Ouais. Faut bien comprendre. C'est pas un micro-ordinateur. C'est beaucoup moins puissant. C'est vraiment un petit circuit programmable. Qui permet de placer des sondes de température, de placer des modules relais pour lancer des pompes, des ventilations. Ça peut être un capteur de pression atmosphérique, ça peut être un capteur d'humidité. Ça peut être tout un tas de trucs qui, si les gens connaissent un peu les conditions en programmation, on a telle condition, alors ça va faire tel effet. Et donc, on peut croiser ces conditions et multiplier donc ça, c'est génial. Ça pourrait être demain de dire, si la température de la serre descend en dessous de telle température, il y a cet acte qui se passe et pouvoir automatiser ça. D'ailleurs, c'est ce qui se passe chez nous, en fait. Donc, c'est optimiser, finalement, la permaculture en utilisant intelligemment quelque chose qui est finalement un peu low-tech. Oui, tout à fait. C'est assez basique, en fait. Ouais. Et qui ne nécessite pas trop de composants au départ. Oui, pour la fabrication aussi, quoi. Oui. Alors, c'est de l'open source. On peut copier-coller un code, l'intégrer dans son Arduino, mais par expérience, je peux quand même dire que c'est quand même bien d'avoir un minimum de base. Je remercie mes collègues et les participants du projet qui s'intéressent à ces volets parce qu'au final, c'est simple sans l'être, en fait. C'est un peu comme tout. Quand on n'a pas envie d'y aller de soi-même, je crois qu'on peut tout réussir dans la vie à partir du moment où on a la volonté de s'y intéresser. L'Arduino, c'est la même chose. Si on n'a pas envie de s'intéresser du tout à la programmation, on peut copier-coller des codes, prier pour que ça marche. Maintenant, c'est quand même bien de comprendre un petit peu la structure de programmation qu'il y a derrière. Et alors, un aspect super intéressant avec l'Arduino, c'est que quand les universitaires italiens ont créé l'Arduino, ils l'ont fait aussi open hardware. Ça veut dire que n'importe quelle industrie, n'importe quelle personne, n'importe quelle firme peut créer de l'Arduino sans payer de royalties. Ça, c'est quand même, je trouve, un concept qui matche bien, en tout cas avec... avec la philosophie aussi, en fait. Ouais. Et on est passé à l'ESP. Pour pas laisser peut-être un blanc dans les concepts qu'on a apportés, l'ESP maintenant c'est la même chose, mais en module communicant. Donc ça peut communiquer par Bluetooth, par Wi-Fi, renvoyer des données. Et donc c'est là qu'on est dans du middle tech. Un collègue m'a par exemple créé une application, enfin pas créé une application, mais en tout cas me renvoie des données sur Telegram. D'un Google Sheet, un fichier Excel qui prend les données d'une sonde dans une cuve à eau. Donc on est vraiment, je trouve... À distance, donc ça permet aussi de contrôler à distance. Donc de chez moi, intégré. À terme, je pourrais savoir à un moment, et n'importe qui dans ce projet pourra savoir à combien chauffe le crottin de cheval dans le réacteur Jampin. Est-ce que la terre est encore assez humide au niveau des prototypages qu'on fait dans les bacs de SMI, etc. Donc là, il y a vraiment une notion de middle tech, je crois. Et ce que je trouve assez intéressante, cette notion-là, qui commence à m'ouvrir en fait une porte à me dire ouais, ça devient intéressant. C'est un peu bête, hein, mais parce que j'avais un peu peur d'être dans le dur, mais de me dire il y a peut-être un entre-deux à aller chercher. Je pense que c'est là, comme tout, je pense que dans la vie de manière générale, les extrêmes sont jamais très sains. La voie du milieu, je crois que voilà, ça reste. C'est très dur de la trouver. Et elle est où, à quel moment de l'histoire. Et ça, c'est d'autres questions. Elle est propre à chacun. Et elle est propre à chacun. Pour toi, j'ai une petite question un peu générale, même si je pense qu'il y a répondu, mais pas sous cet angle-là. J'aimerais bien savoir, quand j'entends moi low-tech, j'entends aussi un peu retour en arrière. Alors tout à l'heure, tu as dit ce n'est pas le cas, on parle beaucoup de middle tech, mais malgré tout, on a développé des choses qui nous permettent d'avoir sans doute un confort, nous, en tout cas dans notre petite vie, pour nous ici par exemple en Belgique, plus confortable. Et je peux avoir le sentiment que c'est un peu tout mettre de côté pour revivre à l'ancienne et je peux trouver ça négatif. Oui, Qu'est-ce que tu en penses ? Je comprends. Vraiment, et d'ailleurs, c'est souvent le frein, je crois, pour ce genre de méthodologie de vie. Maintenant, l'idée, c'est pas de devenir mormon. Enfin, c'est vrai, c'est pas de prendre une charrette avec un cheval et d'aller faire ses courses dans l'épicerie du coin. Je crois vraiment que tu penses que ça peut s'intégrer en fait dans un quotidien normal. Tout à fait. Je veux dire, être permaculteur, comme on le disait, c'est pas forcément cultiver des légumes.
Ça peut être avoir des toilettes sèches, ça peut, à un moment, repenser sa consommation, faire une machine à laver sur vélo pour éviter d'avoir 2 ou 3 000 watts crête qui chauffe l'eau par une résistance électrique. Ça peut être... On n'a pas besoin, je pense, de se mettre dans une case pour faire quelque chose qui nous semble bien. Ça, c'est... Et toi, à titre d'exemple, parce que on parle de passion à la base, ça venait de chez toi en fait, c'est quelque chose que Ouais. tu as appliqué chez toi. Ouais. Je suppose qu'il y a des exemples un peu basiques, je pense que tu dois faire la culture chez toi, etc. Est-ce que tu as un exemple un peu différent, un peu marquant de se dire, je pense que la majorité des gens ne le feraient pas chez eux et moi j'y étais, par philosophie, par ce que je veux représenter. Les toilettes sèches, on l'a fait pendant Ah ouais, 7 voilà. ans. On y est allé, on en est revenu. Par manque de place au niveau du compostage, j'ai un tout petit jardin. Quand j'ai acheté ma maison, je n'étais pas du tout dans ces idées. En fait, maintenant, j'ai une trop grande maison pour un petit jardin. À terme, un jour, j'aurai sûrement un jardin beaucoup plus grand avec une plus petite maison. La Comme quoi ça aussi, philosophie ça peut aller à évolue. l'opposé. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand on fait des choix à 20 ans, on ne fait pas les mêmes à 40 et les choses changent. Et c'est bien, dans un sens comme dans l'autre. Et donc, si je reprends mon histoire, il y a les toilettes sèches. Je crois que ça, c'est vraiment la barrière psychologique. Oui, c'est vrai. Les gens ont du mal à envisager de faire leurs besoins dans la sciure. Alors, je rassure tout de suite tout le monde. Déjà, c'est super propre. Ça n'a aucune odeur. À la limite, c'est même vachement plus confortable que le baiser de Poséidon qui va venir. Euh, tu, Au moment de l'acte. Ouais, c'est ça. Et alors, ce côté, savoir que, encore une fois, il n'y a pas d'avenir pour une société qui s'obstine à chier dans l'eau potable. On n'a pas un réseau d'eau potable et un réseau d'eau non potable. Après, on peut trouver d'autres alternatives si Voilà. on n'a pas envie de Peut-être passer le aux toilettes milieu à sèches. nouveau. On pourrait très bien faire de la récupération d'eau de pluie avec une pompe, avec un suppresseur, pouvoir injecter ça dans sa chasse d'eau. Et c'est déjà mieux, je trouve. Super Après, il y a intéressant. aussi tout un débat sur la décomposition des excréments. On en parle très peu, mais les stations d'épuration ont de gros problèmes avec la matière fécale, bien plus qu'avec l'urine. La décomposition de la matière fécale dans l'eau est un vrai fléau. Alors qu'au final, c'est une ressource. Si on pense très pratiquement, on utilise du crottin de cheval, on composte des bousses de vache, on prend de la fiente de pigeon, mais au final, avec ça, bizarrement, on a moins de problèmes. Parce que c'est pas nous. Parce que c'est pas nous et c'est pas son pote, c'est pas ses enfants. Enfin, encore avec les enfants, souvent on n'a pas de problème avec les excréments de ses enfants. Mais en tout cas, c'est pas la personne avec qui on aura partagé une soirée pizza ou c'est pas. Et au final, quelque part, avec un bon compostage. Parce qu'il faut savoir que les toilettes sèches, ça demande quand même 2 ans de compostage. Ouais, parce que du coup, là, on pourrait Avec la surtout... sciure alors peut-être. Non, surtout avec la matière fécale. Ce Wow, que nous, on ok. rejette, faut savoir qu'on consomme quand même des médicaments. Les femmes consomment parfois des œstrogènes. L'alimentation est bourrée de de 1 jusqu'à 777, c'est pas le reste. Donc, tous ces conservateurs, tous ces produits chimiques, évidemment, ils rentrent, mais tout ce qui rentre doit ressortir. Donc, à un moment, le compostage en toilette sèche, pour une utilisation, en tout cas, au niveau des arbres fruitiers, si on n'a pas envie de le mettre sur son potager directement, parce que même là, on peut avoir une barrière même si c'est bien composté. Ça prend du Je peux temps. comprendre, ça prend du temps. Et d'où le fait que nous, par exemple, on est arrêté à la maison, parce que à 5, on était à 4 composts d'1 mètre cube. Il aurait fallu en construire un 5e. On est à peu près à 1 mètre cube de compostage par personne, parce qu'on doit avoir un cycle assez long. Et donc, sur notre petit jardin de 10 mètres sur 10, à un moment, les composts à caca, même si c'est pas un problème sanitaire, même si ça ne sent pas, même si à un moment c'était quand même un problème. Et puis en plus de ça, il faut aussi après l'utilisation. On est Oui, bien d'accord. Le oui, compost oui, ne va pas rester non exactement. utilisé, ou en tout cas c'est bête. Ce serait Oui, de la matière oui. potentiellement utile qui l'est pas. Donc en fait c'est tout un circuit. Et Ça mon qui parle jardin de n'est pas philosophie. attenant. Ça, il faut savoir que c'est aussi, donc, se trimballer avec ses seaux pour aller, c'était quand même assez compliqué. C'était un niveau très pratico-pratique. Mais, pour rien au monde, je ne remettrai pas chez moi des toilettes sèches. C'est ça. Dans une Là, c'est parce qu'il y avait énormément de barrières, on va Oui, pas se mentir. oui, Mais tu l'as fait pendant 7 ans du coup. 7 ans, ouais. Ok. Les enfants l'ont fait. Les enfants ont même eu, je crois que ça leur a fait tout bizarre le jour où ils ont appuyé sur une chasse, même s'ils l'avaient fait chez d'autres personnes. Mais Dans leur quotidien. c'était dans nos mœurs, quoi. C'était et on le vivait bien. Question de tradition aussi et d'histoire. Hein. Oui, ouais, ouais.
Euh, on entend beaucoup, pour parler d'un autre sujet, on entend beaucoup des arguments comme la transition écologique, ça coûte trop cher. Manger vraiment local, ça coûte trop cher. Ouais. Est-ce que, malgré tout, tu restes d'accord avec cette un peu une espèce de vérité globale que tout le monde dit, ou pas forcément? Alors, je crois que le développement durable coûte très cher. La transition écologique, malgré la récupération ministérielle en France, d'avoir eu un ministère de la transition écologique, malgré toutes ces volontés globales de faire un suivre et conduire sur des mouvements qui à la base étaient sains, je pense que la transition écologique marque, contrairement au développement durable, où là on a un oxymore de développement économique infini, durable, ce sont deux choses qui ne peuvent pas matcher. Transition écologique, c'est un changement de paradigme. C'est un moment avoir une rupture avec le modèle qui nous est proposé et en proposer un autre. Donc la transition écologique coûte cher, non. La société dans laquelle on est coûte cher, oui. Les choix qu'on fait maintenant, quelque part, on paye indirectement déjà les choix de nos parents. Enfin, pas de nos parents en vérité. C'est là qu'il faut sortir aussi des... Il faut mettre les vrais mots. En fait, il y a eu des choix qui ont été faits. C'est pas la population qui fait ce choix. Et donc, à un moment, quand on parle de réappropriation politique, c'est prêcher par les actes. C'est à un moment faire les choses par soi-même. Je tergiverse un petit peu, mais ce modèle, cette idée du modèle en amont, pour moi, est vraiment très importante. À partir du moment où on enseigne la compassion, l'empathie, peut-être des modèles plus équitables déjà de base, à partir du moment où on arrête de faire travailler des enfants à l'autre bout du monde en sachant pertinemment que les galeries s'écroulent et que les gens meurent et qu'on exploite du soufre aussi sur des volcans, enfin je veux dire, on a tous regardé des reportages comme Les Routes de l'impossible, comme Cache Investigation, comme ceci, comme cela. Nous n'avons pas choisi ça. Et c'est là souvent l'argument, je trouve général, c'est de se dire, c'est pas moi qui ai voulu ça, donc je vois pas pourquoi moi je devrais. Et c'est là qu'à un moment, je pense que si on veut changer le paradigme, pour revenir à ta question, si on veut être dans une rupture, à un moment avec le modèle, avoir une réelle transition, et je suis même pas sûr qu'écologique soit le terme, mais si on veut une rupture à un moment avec le modèle, il faut quelque part être acteur de ce changement. Parce qu'on parle finalement d'un changement de philosophie, en fait. Oui, et je n'ai pas Plus répondu à ta qu'un acte question. unique. Est-ce qu'elle coûte cher? L'autonomie coûte cher. Tu veux être autonome T'en parlais tout à l'heure. en panneaux solaires, bah, il te faut un parc de batterie. Un parc de batterie, ça coûte un rein. Même si c'est plus accessible maintenant, ce sont quand même des ressources minières. Ce sont quand même, enfin, à un moment, il faut pas se leurrer. L'autonomie, elle n'est pas toujours éthique. Et donc, c'est toujours plein d'aspects. En fait, c'est multifactoriel. Avant de passer un peu à la dernière séquence de cette interview, et merci, c'est vraiment super intéressant. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi à travers nos réseaux de l'éveil comestible trouvent ça aussi intéressant. Et je pense que qu'on s'y connaisse ou pas, il y a des vérités qui sont vraiment intéressantes. C'est plutôt sur un aspect croissance. On parle de croissance écologique. Et moi, de manière personnelle, j'ai toujours un peu entendu ce truc de en fait la croissance avec l'écologie, ça marche pas trop en fait. Il y a un petit problème entre le terme et la manière dont on l'interprète. D'où le fait qu'on ne fait pas de développement durable, par exemple, nous. Exactement. Et t'en parlais tout à l'heure, j'ai dit avec le développement durable. Est-ce que tu penses du coup qu'on devrait en fait arrêter de croire qu'il y a un vrai développement durable? Tu penses qu'on devrait arrêter de parler de croissance verte comme un rêve qui en fait n'existerait pas d'après toi? Je crois que le développement durable tel qu'il nous a été présenté, on peut le démontrer à 200% maintenant, c'est du greenwashing. Tout est dans le fait de mettre une petite étiquette bio, une petite étiquette verte, et en vérité, le bio n'est pas bio. Le bio, et je vais rebondir sur ta question précédente et celle-ci, le bio ne devrait pas être plus cher que le reste. Et il ne devrait pas être écrit bio sur le bio, mais merde sur la merde. La vérité est là dans le modèle qu'on devrait proposer. Dans une société juste, avec des choix politiques sains, je pense que là, on aurait un monde déjà plus équitable, plus juste. Et sur ce concept de bio, je vais rebondir aussi sur une notion un peu philosophique, mais vraiment sympathique. C'est Masanobu Fukuoka, un super bouquin que je peux conseiller. C'était un des précurseur de la permaculture sans réellement avoir fait de permaculture, mais il a inspiré pas mal de principes en permaculture. Donc Masanobu Fukuoka, c'était un japonais
déjà très vieux à l'époque où on lisait son bouquin. Je crois qu'il a écrit son bouquin dans les années 70. Il était déjà fort âgé. Et il faisait de l'agriculture sauvage. Donc concrètement, si on résume, son bouquin c'est La révolution d'un seul brin de paille, un super bouquin, je conseille vraiment à tout le monde de le lire un jour au moins une fois dans sa vie, parce que ce n'est pas vraiment une technique de culture, même s'il parle quand même du travail à l'hectare, etc., de la production. Il y a vraiment toute une notion philosophique dans ce livre, et on va y revenir sur le prix du bio. Mais en tout cas, sa technique à lui, elle était simple. Ça a été un peu le premier à faire des couvre-sols et à introduire les canards coureurs indiens pour réguler les limaces et autres problèmes qu'on peut rencontrer dans un champ. Donc sans pesticides, évidemment, sans produits chimiques, sans engrais chimiques. Et donc son système, en fait, était une boucle vertueuse où il produisait des céréales d'hiver avec du riz. Et donc, il paillait son riz avec la paille de ses céréales, et il paillait ses céréales avec la paille de son riz. Et donc, il avait une aggradation de son sol, un peu comme en permaculture, c'est vraiment le principe, créer du sol plutôt que de le détruire. Il avait des régulateurs naturels, qui étaient les canards coureurs indiens, qui se délectaient de tout ce qu'on aurait pu appeler nuisible, qui aurait empêché la croissance de ces plants, etc. Donc, ça nettoyait, par exemple, il cultivait du riz sans faire de rizière. Ça paraît impensable pour la plupart des gens. Je crois que mentalement, on se dit pas qu'on peut cultiver du riz sans être dans la flotte, quoi. C'est pas pour ça qu'il y avait pas d'inondation du champ pendant quelques jours, mais en tout cas, il était sur un processus complètement différent. Et tout ça pour dire qu'au final, lui qui produisait du bio, disait, quand il vendait à l'épicerie sa production, il comprenait pas pourquoi son produit était plus cher que le produit qui n'était pas bio. Et d'où sa réflexion de se dire que le bio coûte moins cher à produire dans des systèmes qui sont tout aussi productifs ou tout autant productifs qu'un modèle classique qu'on appelle classique maintenant en pétrochimie, plein d'engrais chimiques et de pesticides et d'élimination de la vie du sol et de la biodiversité. Et donc sa réflexion porte vraiment sur le fait que le bio doit être moins cher que le reste. Et là, ça change un réel. Et c'était les années 70. Enfin, et donc, ça coûte moins cher à produire. C'est beaucoup plus équitable. Ça crée du sol, ça crée de la biodiversité, ça s'intègre à l'environnement plutôt que de vouloir contrôler son environnement. C'est une toute autre logique que cette société dans laquelle on vit. Et je trouve que Masanobu Fukuoka avait raison. À un moment, le bio ne doit pas être plus cher que le reste. C'est intéressant parce que c'est vrai que globalement, c'est très contre-intuitif ce que tu dis. Ouais. C'est que je t'écoute attentivement et je réfléchis et c'est vrai que c'est très contre-intuitif encore une fois par rapport à ce qu'on connaît, à ce qu'on voit. Mais c'est à minima au moins intéressant d'entendre peut-être un autre prisme, une autre manière de voir cette réalité, de mettre une étiquette sur quelque chose qui en aurait peut-être pas besoin. Je pense aussi, à titre personnel, je suis très touché par tous les sujets liés à la santé, à la nourriture de manière générale, au point de vue nutritif, aux articles qu'on va acheter. Et ça me faisait sourire d'aller voir un petit peu comment, notamment, le Nutri-Score était fait. Je trouvais qu'il y avait des petites incohérences et je me dis, c'est vrai que de manière générale, quand tu dézoomes, il y a plein d'incohérences dans la manière dont on consomme les produits. Et je trouve qu'il y a aussi un vrai manque d'information. Je me suis toujours dit, c'est quand même dommage, un peu comme plein de choses qu'à l'école, on n'est pas un cours peut-être, je sais pas moi, une fois dans l'année, quand on est en secondaire, parce que je pense que quand on a 10 ans, c'est pas le moment peut-être de nous expliquer ça, mais quand on a, je sais pas moi, entre 13 et 18 ans, d'avoir des diététiciens, pas des nutritionnistes, des diététiciens vraiment qui ont fait des études pour, etc., qui viennent dans les écoles et qui puissent aussi sensibiliser à... En fait, pourquoi est-ce qu'on mange des légumes? C'est bête, mais moi, je n'aimais pas manger des légumes jusque très tard. J'avais beaucoup de mal, pourtant mes parents forçaient, mais justement, je n'aimais pas malheureusement. Et c'est au moment en tant que jeune adulte que j'ai compris l'intérêt aussi de faire attention à mon alimentation pour ma santé, que j'ai commencé en fait à me forcer et j'ai fini par aimer. Donc comme quoi, il y a moyen dans une philosophie globale et une manière de penser qu'on accepte de perturber et de changer, il y a sans doute moyen de changer vraiment des habitudes ancrées, quoi. Et de ne plus s'arrêter à un prix ou de ne plus s'arrêter à une étiquette ou de ne plus s'arrêter à un produit qu'on a l'habitude d'acheter, quoi. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas pourquoi quand on est enfant, on n'aime pas les légumes. J'aimais pas les légumes non plus. Mes enfants ont pas l'air de super kiffer les légumes. Enfin, pas tous en tout cas. Mais les goûts changent avec le temps. Est-ce que c'est lié à nos besoins personnels? Je ne sais pas. Est-ce que
Mais en tout cas, c'est vrai que aux autres produits qui ont, oui, eux, du sucre, oui, qui, eux, peuvent produire quelque c'est chose. vrai que si on compare un produit transformé avec un produit C'est ça. naturel, il faut savoir que le goût principal dans la nature, c'est l'amertume. Alors oui, on a cultivé des variétés de salades qui ont un goût tendre et sucré, mais quand on fait de la cueillette sauvage, quand on fait, quand on revient dans le passé au niveau des variétés, on est sur des légumes amers, en fait. Beaucoup moins sucré. Et c'est pour ça Beaucoup moins que sucrés. elle est peut-être là la clé de dire pourquoi les enfants n'aiment pas les légumes. Peut-être Oui, pas parce qu'ils n'aiment pas les légumes, parce qu'en fait, on leur propose c'est vrai. globalement dans le quotidien d'autres Ouais. choses meilleures, en tout cas La plus so- faciles à manger. La Je pense. solution est dans le problème, en effet. C'est ça. Et d'ailleurs, en permaculture, on dit souvent le problème est la solution. C'est vraiment dans le brainstorming, c'est toujours ça. C'est quand il y a un problème, quel qu'il soit, à petite ou à grande échelle, la question à se poser, et souvent on l'applique à son jardin, mais on pourrait l'appliquer à toute la société, c'est de se dire j'ai un problème, j'ai un souci, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Parce que souvent, on a tendance à avoir des œillères et à se dire j'ai qu'une ou deux solutions. On est souvent très binaire sur très manichéen, toujours dans cette dualité de se dire j'ai ça ou ça. En vérité, quand on fait du brainstorming, on va avoir tendance à ouvrir les possibles, à se dire en fait j'ai plein de solutions. Puis on va interroger d'autres, on va regarder des vidéos sur YouTube, c'est une ressource extraordinaire. On va se rendre compte qu'il y a vraiment plein de solutions. Et dans la solution qu'on choisira, souvent c'est celle qui remplit le plus de fonctions dans nos vies ou sur le lieu. Et donc ça c'est vraiment, je trouve, un brainstorming très vertueux. Et on n'est pas, malheureusement, pas habitué à réfléchir comme ça. On va aller vers ce qu'on a connu, parce qu'au final, on a filtré énormément d'informations, on en a stocké, on a des chemins neuronaux qui vont faire que on a des réponses de type A, B, et donc on ne va pas chercher. Mais c'est important de faire cet exercice et sur beaucoup de sujets, tout comme le fait que le bio devrait être moins cher, voilà, il faut à un moment pouvoir sortir du cadre, c'est comme tout le temps, changer de paradigme, ça nécessite de revoir sa position. Quand on dit on doit être le changement qu'on veut voir à l'extérieur, ben oui, parce qu'on doit incarner quelque part une posture, une volonté, et ensuite ça devient un objectif, et cet objectif devient une transmission. Et puis on arrive à quelque chose qui percole et qui devient sympathique. Tu parlais, merci encore une fois pour tout le partage, pour d'avoir pris le temps aussi d'expliquer ce que tu penses sur ces sujets un peu variés, des questions aussi qui peuvent être un peu touchy Oui. parfois. Merci de l'avoir fait en toute générosité en tout cas, et sans trop de fil. C'est aussi ce qu'on cherchait aujourd'hui. On l'a dit dès le début, interview vérité, c'était un peu le but. Tu parlais à l'instant de questions A ou B, et je te propose de passer à la dernière séquence de cet échange, de cette interview aujourd'hui, avec des choix. Je vais à chaque fois te donner un choix noir ou blanc, et je vais te demander de faire un choix sans aucune justification. Ça, Alors je sais que c'est très compliqué. C'est l'antithèse de tout ce qu'on vient de dire, évidemment. Exactement, tout Oui, à l'heure, oui, tout oui. à fait. Et Donc, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a des sujets, on va y revenir, et certaines questions que j'ai te posées auxquelles tu as déjà répondu en fait, et que toi-même tu as mis une opposition en parlant. Oui, oui. Et sinon voilà, je te propose d'avoir deux jokers, un joker pour ne pas répondre à la question, si tu estimes que c'est trop complexe, et un joker pour expliquer ta réponse. D'accord. Comme ça te laisse l'opportunité pour deux sujets qui peut-être, un serait touchy, ou l'autre, t'aurais envie de donner un peu plus d'explication, de le faire. Okay. Ça te convient? Et au niveau du cadre, des règles du jeu, du coup, il y a combien Les de règles du questions? jeu, je pense qu'il y en a une dizaine. D'accord. Ça va être vraiment Tu vois, noir histoire ou blanc, de pas simple. utiliser un joker. Ah, exactement. Et je pourrais te dire plus ou moins qu'on est à la moitié, comme ça tu le sais. Ça va? Ça marche. On est parti? On est parti. Nature ou technologie? Nature. Autonomie ou entraide? Entraide. Ville ou campagne? Campagne. Low-tech ou high-tech? Low-tech. Permaculture ou agriculture bio? Permaculture. On arrive doucement à la moitié. Transition douce ou rupture radicale? Joker expliqué. Je t'en prie. Ah, Alors pourquoi ouais. transition douce ou rupture radicale? La transition douce, c'est un peu comme le développement durable. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui n'arrivera pas parce qu'elle n'est pas individuelle, elle n'est pas collective, elle est imposée. Donc du coup, je n'ai pas envie de dire non plus rupture radicale parce que ça engendre énormément de problèmes.
Si à un moment on avait un effondrement de la société, ce serait vraiment très problématique. Une rupture d'eau potable, une rupture d'électricité, même 2 semaines, les gens pètent les plombs. On l'a vu dans certains pays, on vole dans les magasins, on tue, on braque. D'un coup, c'est comme si on était en no man's land, il n'y a plus de règles, tout le monde devient... Parce qu'on n'est pas préparé. Le modèle en amont ne nous a pas incité à l'autonomie, ne nous a pas incité à la résilience. Et donc, du coup, ça pose un gros problème. Donc, là, je mets un joker parce que les deux sont dangereuses, en fait. Il y a pas de bonne réponse là-dedans. Et je te Il propose y a des bonnes réponses, mais elles ne sont pas dans ce choix. Je te propose de passer à la suite. On vient de passer plus ou moins la moitié. Comme ça, il te reste un joker qui est celui de passer la question. Ouais. Bon courage. Travailler la terre ou penser le monde? Penser le monde. Semence ancienne ou innovation génétique? Ancienne. Local ou global? Local. Minimalisme ou confort moderne? Minimalisme. Éducation ou action? Je mettrai pas un joker dessus parce que en fait ça. Mais éducation. Collectif ou individuel? Collectif. Encore 3 petites questions. Utopie ou réalisme? Réalisme. Changer le système ou le contourner? Le contourner. Et enfin, dernière question. Espoir ou lucidité? Lucidité. Et pour clôturer, une petite question bonus quand même pour cette interview vérité, pour Je clôturer. n'ai pas sorti mon joker. Bien joué, c'est un joker peut-être pour celle-là. Est-ce que tu dirais et tu choisirais, j'ai pas besoin de justification, ou alors tu esquives la question, un monde avec ou sans croissance? C'est dur. C'est une question profonde. Je dirais 100. Bref, enfin, ça dépend ce qu'on met derrière croissance. Merci Laurent, merci beaucoup pour ce chouette moment qu'on a partagé ensemble. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé avec nous finalement ta vision aussi du monde, la permaculture, de la low-tech. On a appris aussi des termes. Moi, j'ai encore appris des choses, donc je suis super content. Cool. Malgré un début de connaissance sur le sujet. Je sais pas si tu veux, avant de faire l'outro, dire un dernier mot aux gens qui nous écouteraient ou qui nous regarderaient. Je propose vraiment d'aller voir ce qu'on fait sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook du projet Éveil Comestilab, éventuellement aussi sur les prémices de Very Bad Lab. C'était très comique avec les jeunes, on a fait des choses vraiment sympas. C'est le prolongement de tout ça, c'est un peu un tout. On fait des fours à pain à pizza en terre-paille, des rocket stoves, des chauffe-eau, des chauffe-air solaire. On apprend à cultiver différemment. On fait nos fameux réacteurs Jampin qu'on fait nous avec du crottin de cheval, donc pas avec des broyats comme Monsieur Jampin. Donc on a innové aussi un petit peu sur nos parts et là on est en train de réaliser un gros projet, c'est vraiment un truc super intéressant. On sait pas si on va l'appeler l'ultime Jampin, l'ultime réacteur Jampin ou le suprême réacteur Jampin, mais on a fait un test l'an dernier en hiver. Le problème, c'est que les bactéries thermophiles ne lancent pas la même production de chaleur en hiver qu'au printemps ou en été, là où on faisait habituellement nos réacteurs Jampin. Et donc, du coup, on a eu une sorte de faux échec d'apprentissage l'an dernier. On a tiré énormément de leçons. Donc, cette année, on va créer le réacteur Jampin sur base de tous nos apprentissages, toutes les leçons qu'on a tirées, un peu en partie aussi avec l'IA, paradoxalement, le brainstorming entre collègues et participants. Il y a pas mal d'idées qui naissent de tout ça, et donc on va faire un réacteur Jampin en multicouche, Alpex thiosanitaire, avec comme matière principale le crottin de cheval et pour objectif de faire un bac de semi-chauffant, donc de semi-printanier en hiver, et que ce bac soit chauffé pendant 3 mois. Donc tout un programme. Un gros défi. Un gros défi, à la fois manuel, technologique et intellectuel, quoi. Eh ben parfait, merci encore une fois d'être venu. Et si vous voulez suivre les aventures de l'éveil Comestilab, je vous propose de suivre nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et aussi la chaîne YouTube. Et surtout pour suivre l'actualité du projet, on a aussi toute une série de formations gratuites, de visites du lieu aussi pour rencontrer Laurent, lui poser toutes vos questions. Tout ça se trouve sur le site web de l'éveilcomestilab.be, je crois que c'était. On se retrouve bientôt pour une autre interview peut-être. Et en tout cas, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, l'éveil Comestilab. À bientôt, salut!